Bonjour, bienvenue dans Bamrin Conseil. Donc aujourd'hui, on va parler de comment guérir des violences après des violences sexuelles. Et pour ce faire, je reçois le docteur Guérin. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Merci d'être chez nous puisque vous arrivez de Paris. De Paris. Ça va? Vous n'avez pas trop chaud? Ça va? Vous êtes en forme? Tout va bien? D'accord. Alors avec docteur, vous êtes endocrinologue et gynécologue. Tout à fait. Alors l'endocrinologie, souvent on me pose la question, qu'est-ce que c'est? Oui. C'est la science des hormones. Ce sont les maladies thyroïdiennes, le diabète, les maladies surrénaliennes, etc. Voilà, souvent, on va voir un endocrinologue quand on veut perdre du poids parce qu'on est trop grosse, voilà, et qu'on se dit qu'on a une maladie des glandes, c'est pour ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc c'est ça l'endocrinologie. Et j'ai une deuxième spécialité qui est la gynécologie médicale. La gynécologie. Donc la gynécologie, c'est tout ce qui concerne l'appareil génital de la femme. Oui, et de la petite fille. De la petite fille, mais on voit aussi en consultation de gynécologie, on peut voir des hommes dans le cadre des bilans de stérilité, par exemple, de couple. Voilà, et moi effectivement je les vois beaucoup parce que je les vois à la fois sous l'angle endocrino et gynéco. Alors quand c'est un médecin pour un homme, c'est pas un gynécologue, comment ça s'appelle? Un urologue. Un urologue, d'accord. Merci. Donc vous pouvez dire bonjour à Paris, à Londres, à qui vous voulez, docteur, puisqu'on est regardé jusqu'au Luxembourg et en Belgique. Très bien, bonjour à la planète. Voilà. Alors moi je vais dire bonjour particulièrement à Jean en Guadeloupe, un coucou particulier aussi pour les filles, ça y est, c'est très bien, j'ai oublié leur prénom. Et à la Guyane aussi, à Liliane. Alors bonjour à toutes ces personnes qui nous regardent, qui nous suivent et qui sont très attentives à ces émissions puisque ça parle à tout le monde. Et aujourd'hui, on va vous donner des conseils comment guérir après des violences sexuelles. Mad, bonjour. Bonjour. Donc Mad, tu viens nous voir parce que toi, tu fais partie du groupe de parole de l'AMVI. Tout à fait. Tu as été victime d'une femme, oui, ce qui est assez rare. Oui. Et tu viens nous apporter ton témoignage pour aider les personnes justement parce qu'il faut dénoncer. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut dénoncer parce que malheureusement ça nous arrive dans notre enfance et étant enfant on est propulsé dans le monde des adultes. Alors on ne comprend plus rien, on est perdu, on est livré à soi-même, on est dans un monde du silence, on ne peut pas parler. Mais moi ce qui a été le plus dur pour moi c'est que j'ai été baignée dans un monde magico-religieux. Et ça a été terrible. Bien sûr, donc l'emprise, une emprise totale, quoi. Tout à fait, tout à fait. J'ai été en prise, pour l'avoir vécu, pour avoir été sous mon drap pour enfant, en train de trembler toute la nuit et ne pouvant pas sortir. Et voilà, c'est quelque chose de terrible. Savoir que ça existe, en parler et aider d'autres aussi à dénoncer. Parce que c'est quelque chose qui est terrible pour un enfant. Surtout enfant, c'est fille comme garçon. Bien sûr. On va voir les chiffres tout à l'heure avec Sylviane Boa-Estage. Bonjour Sylviane. Ah pardon, j'ai pas dit Mad. Je t'ai pas dit, tu peux dire bonjour à qui tu veux. Oui, je fais un coucou à tout le monde, à toute ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes frères et sœurs, à ma famille, à tous ceux qui me connaissent et à tous ceux que j'aime et tous ceux qui ne m'aiment pas non plus. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Même ceux qui ne nous aiment pas. On leur dit bonjour et une bonne journée. Une bonne journée, tout à fait. Alors Sylviane Boa-Estage, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc toi tu es coordonnatrice de Stop aux violences sexuelles, l'association SVS. Voilà. Et SVS Martinique. Non, SVS Martinique, c'est pas la même chose. Voilà. SVS Martinique. Ok. Je suis coordinatrice de Stop aux violences sexuelles. C'est un mouvement qui est important pour nous parce que, comme le dit Mad, il faut dénoncer les choses, il faut avoir des outils aussi pour faire stopper, arrêter les choses. Voilà. Et je profite pour dire bonjour à tout le monde, particulièrement à toutes les adhérentes de l'AMVI, à toutes celles qui nous appellent et qui parlent avec nous. Je vous dis bonjour et puis bon courage. Nous là, nous qui avançons. C'est bien, un message d'espoir. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le docteur Guérin. Donc Violaine, ce livre, comment guérir après les violences sexuelles, à quel moment vous vous décidez à l'écrire? Alors, je me décide à l'écrire parce que il est très très important que les gens augmentent leur niveau de connaissance sur ce sujet.
C'est un sujet tabou déjà, souvent la sexualité est un sujet tabou, les violences sexuelles c'est encore un autre niveau de tabou. Et en fait, il y a beaucoup d'espoir pour que les choses changent, déjà en augmentant le niveau d'information des gens sur le sujet. Alors vous nous mettez plusieurs personnes, des petits, des gros, vous pouvez regarder. Vous avez des petits, des gros, ça veut dire que, et puis surtout des enfants. Qu'est-ce que malaise, diabète, addiction, stress, anorexie, suicide, maladie psychiatrique, stress, obésité, dépression, problèmes cardiaques, troubles intestinaux, cancer, stress, insomnie? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Insuffisance pulmonaire. Alors déjà, je vais vous expliquer comment je suis arrivée sur le champ des violences sexuelles. Pas du tout par l'angle de la gynécologie, parce qu'effectivement, je suis gynécologue, on pourrait se dire, voilà, elle voit des viols, etc. Non, des personnes victimes, non. C'est pas comme ça que je suis entrée dans la gynécologie, dans le sujet, pardon. Je suis endocrinologue et spécialiste des maladies thyroïdiennes, auto-immunes. Et en fait... Auto-immunes, c'est-à-dire comme le lupus, toutes ces maladies. Voilà, ce sont des maladies où la personne fabrique des anticorps contre son propre corps. Elle s'agresse, quoi. Voilà, c'est une auto-agression. Et ça m'a beaucoup interpellée, puisque normalement notre corps fonctionne à notre service et en permanence et dans une dynamique de réparation. S'auto-agresser, c'est pas normal. Donc j'ai demandé aux patients, petit à petit, à mettre du sens sur leur maladie. Et en mettant du sens sur leur maladie, très souvent en thérapie, les personnes sont revenues à des violences sexuelles, très souvent dans l'enfance. Donc ça, c'est un champ de la médecine qui est assez peu connu, qui commence de plus en plus à émerger. En 2011, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle « Stop aux violences sexuelles, écoutons donc ces corps qui parlent ». Justement donc, ce que vous dites, c'est que le corps parle. Le corps parle. Le corps parle et en plus... Mais il faut que les gens qui nous écoutent puissent comprendre ce que ça veut dire, ce corps qui parle. Par exemple, c'est pas avec des mots, on n'entend pas des voix. Non, il s'exprime avec ses moyens. Je donne un exemple très simple. En dermatologie, par exemple, on a une maladie auto-immune qui s'appelle le vitiligo, qui est une maladie de dépigmentation de la peau. Et par exemple, certains patients ont des dépigmentations des patientes, par exemple des aréoles au niveau des seins et du sexe. Et donc uniquement. Et le corps parle parce que ce sont les zones qui ont été à toucher, par exemple. Donc il y a une lecture du corps à avoir sur plein de symptômes. On peut avoir les hommes, par exemple, peuvent avoir des lichens de la verge. Lichens, c'est quoi? Donc, ce sont des troubles aussi dermatologiques qui sont qu'on visualise. Donc là, c'est la lecture très très première. Et puis, il peut y avoir d'autres pathologies, des personnes qui ont fait eu des fellations à faire, qui ont un certain volant de pathologie ORL, par exemple. Donc, il y a différents niveaux de lecture. J'ai été aussi très intéressée par faire mettre du sens aux patients qui faisaient des maladies très graves, comme des cancers du sein, des cancers du rectum, des lésions en lien, finalement, qui s'avèrent en lien, au final, avec les traumatismes vécus. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pas un champ de la médecine qui est très connu et surtout pas enseigné dans les facultés de médecine, mais c'est un champ qui commence à être de plus en plus publié au niveau international et on a maintenant des revues de la littérature qui commencent vraiment à émerger sur tous ces sujets. Donc c'est pour ça qu'en 2011, j'avais écrit ce premier livre. Et après, mon souci a été de mettre au point un protocole de soins qui soit rapide et efficace, parce que il y a des gens qui sont dans la connaissance et la conscience de ce qui leur est arrivé, il y a des gens qui ne savent pas ce qui leur est arrivé parce qu'il y a des mécanismes d'amnésie. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'amnésie post-traumatique, c'est-à-dire que la personne, l'enfant, puisque souvent dans l'enfance, a complètement oublié. Voilà. Et puis un beau jour... Ce sont des mécanismes de protection, en fait, mais tout est quand même toujours dans le corps et dans la tête. Et le corps s'exprimant, il peut s'exprimer de façon psychique, donner des maladies psychiatriques, donner des symptômes qu'on ne comprend pas bien, etc. Et puis il y a un moment où il faut faire le lien avec ce qui est arrivé. Et ça, c'est souvent dans une démarche de thérapie. Mais vous nous faites peur quand vous nous dites ça, parce que toutes les maladies que vous citez, tout le monde les a. Et on peut se dire, il y en a une toute petite là, qu'est-ce qui est marqué? Troubles intestinaux, d'accord. Problèmes cardiaques. En fait, addiction, donc ça veut dire que tout est rôle, tout. Ce qui est important, c'est de faire le lien avec les symptômes que l'on a. Par exemple, je vais vous donner un exemple, en faisant mettre
du sens à un cancer du sein pour une patiente, elle a mis le sens de j'ai dû faire une IVG avec laquelle je n'étais pas d'accord, et c'était quelque part le cœur qui s'exprimait, parce que nous les femmes on est protégées beaucoup des maladies cardiaques grâce aux oestrogènes, donc souvent on somatise cancer du sein gauche aussi, il est juste derrière le cœur, donc c'est surtout la personne qui va mettre le lien. Mais dans les études, parce que c'est extrêmement compliqué les études cliniques à faire pour comprendre effectivement comment les pathologies peuvent être en lien, on montre clairement des surreprésentations de certaines pathologies dans la population des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, entre autres, il y a de très grandes études qui ont été faites aux États-Unis sur la cohorte des infirmières américaines qui s'appelle la Nurse Study. Donc, ce sont des centaines de milliers d'infirmières suivies de façon épidémiologique depuis des années, et régulièrement on leur pose des questions par rapport à des pathologies qui sont déclarées. Donc, par exemple, dans surpoids ou cancer du poumon ou autre, on va corréler après avec l'existence de violences sexuelles ou pas dans le passé. Et on voit que certaines pathologies sont surreprésentées chez les personnes qui ont été victimes. Voilà. Parce que bien entendu, tout ça c'est extrêmement subtil et complexe. Mais le point très intéressant, juste pour finir, c'est que par exemple, certaines pathologies, en particulier les pathologies auto-immunes comme une sclérose en plaques, une maladie de Crohn, etc., ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'elles guérissent si elles sont vraiment en lien avec ces violences sous-jacentes, quand la personne va être au bout de son parcours de réparation, elles vont guérir, elles ne vont plus faire de crise. Ça, c'est important. Voilà, c'est très important. Merci. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en direct, que vous pouvez nous téléphoner, poser toutes vos questions et profiter au début de l'émission, parce que bien souvent vous appelez et on ne peut plus prendre d'appel. Donc, le mieux, c'est de nous appeler maintenant au 05 96 94. Non. 05 96 71 27 07. Voilà, donc le numéro va s'afficher, vous pouvez nous appeler. Alors, docteur Guérin, vous êtes venu sur l'invitation de plusieurs personnes. De plusieurs. Allez-y, dites comme ça, je dirais pas. C'est très bien. Merci de m'aider. Parce que la première motivation, en fait, a été de venir parler au congrès sur le suicide, qui est un congrès qui est organisé par le professeur GL. Qui a commencé hier. Voilà. Et je viens pour présenter les résultats d'une étude épidémiologique sur les violences sexuelles, et justement, je présente le lien avec les tentatives de suicide et les suicides sur ce congrès. Oui, donc ça, c'était voilà, parce qu'il y a une surreprésentation de suicides, et en fait il faut absolument que tous les médecins, toutes les personnes qui sont en contact avec des gens qui ont fait des tentatives de suicide posent la question de savoir s'il y a eu des violences sexuelles sous-jacentes. Donc ça, c'était ma première invitation. La deuxième La deuxième invitation, c'est Combit, une association qui est en lien avec la délégation aux droits des femmes. Combit, c'est haïtien comme nom? Oui, c'est un terme haïtien qui veut dire rassemblement. Ah, d'accord. Mais cette association œuvre aussi autour des droits des femmes. Et donc, je leur ai proposé que Violaine Guérin vienne nous parler des violences sexuelles, de leurs conséquences. Et puis, il fallait aussi penser aux chiffres. Tout à l'heure, vous avez l'air d'être effrayés, mais les chiffres, c'est une femme sur 4, un garçon sur 6. Donc, ça représente à peu près 200 000 personnes, mais déclarées, sans compter les comptes déclarés, c'est ça, Violaine? En Martinique, c'est 20 000 personnes. En France, nous sommes à... En fait, les chiffres sont très compliqués parce qu'il y a, comme vous le dites, les choses déclarées officiellement qui sont sous-déclarées. Pour faire très court, France, y compris donc métropole et territoire d'outre-mer, il y a 15 000 viols déclarés à peu près, bon an, mal an, dans les polices et les services de police et de gendarmerie par an. 15 000 viols enregistrés, 15 000 à peu près autres agressions sexuelles. Mais quand vous interrogez, comme le fait l'Institut national de haute sécurité dans des enquêtes de victimation, vous trouvez 200 000 viols et tentatives de viol par an.
Donc vous voyez le décalage des chiffres. C'est énorme. Et il faut se rendre compte que dans ces enquêtes ne sont interrogées que des personnes de 18 à 75 ans. Donc quand vous avez la conscience que la plupart des agressions sexuelles, la très grande majorité sont faites sur mineurs, vous voyez la face immergée de l'iceberg, plus tous ces phénomènes d'amnésie post-traumatique. En fait, comme Sylviane le dit, les statistiques officielles métropole plus territoire d'outre-mer devraient plus tourner autour de une femme sur 4, un homme sur 6. Et encore, on a une étude européenne qui a été publiée, mais que pour les violences faites aux femmes, parce qu'on ne s'intéresse pas aux violences faites aux hommes dans l'ensemble, alors que c'est énorme. C'est énorme aussi. Et l'étude européenne montre que même pour les pays qui ont commencé à bien ouvrir la parole, on serait plus aux alentours de une femme sur 3 sur les pays de l'Union européenne. Voilà. Ça fait peur, ces chiffres-là. Ça fait peur parce qu'on n'est pas dans le respect de l'enfant et il y a vraiment un très très gros travail à faire pour protéger l'enfance. Oui, il faut vraiment que tout ce que nous puissions dire soit autour de l'amour et la protection qui est due à l'enfant. Oui, le respect. Vraiment, il faut qu'on retravaille sur cette notion fondamentale-là. L'enfant doit être dans un milieu où il est en sécurité, où il est protégé, il se sent protégé, qu'il se sente aimé. C'est ça notre travail d'adulte. Tous les adultes, parents, éducateurs, tous les adultes, nous avons cette mission qui est la protection de l'enfant, lui faire un environnement où c'est l'amour en premier qui a la parole. Et donc il faut vraiment ne pas être effrayé par les chiffres, mais se dire que nous devons travailler. Nous devons travailler à ouvrir la parole, nous devons travailler pour mettre en place des groupes de parole, des ateliers thérapeutiques. Alors vous allez faire, il y aura des ateliers thérapeutiques. Et Yolène, donc comment ça va se passer? C'est quel jour pour les gens qui nous écoutent? Non, c'est trop tôt? Non, c'est vendredi. C'est vendredi. Le premier atelier est mis en place par le docteur Sigvard et le docteur Violaine Guérin qui est ici présente est là aussi pour ça. Pour le lancement de cet atelier. Et donc il y aura une équipe pluridisciplinaire. Il y aura donc le docteur Sigvard qui est psychiatre, qui est aussi psychothérapeute. Il y aura un ostéopathe qui va prendre soin du corps, parce qu'il faut vraiment que la dimension du corps soit remis, le soin apporté au corps soit remis dans cette dynamique de prise en charge. C'est vraiment essentiel. Effectivement, une chose qui m'a choquée quand je me suis immergée dans le sujet, c'est que j'ai rencontré aussi des patients qui avaient passé 15 ans, 20 ans de thérapie ou de psychanalyse et qui étaient toujours très en souffrance. Et une de ces raisons est qu'on oublie que c'est le corps qui a souffert aussi. Et donc on a des soins à apporter au corps. Donc l'atelier dont Sylviane parle est un atelier qui s'inscrit dans un parcours de réparation précis et qui ne se suffit pas non plus à lui-même. Parce que les violences sexuelles, quand on les vit, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dévastateur. Et donc il y a tout un parcours de soins quand même à mettre en place avec différentes techniques. D'accord. Et on était sur les chiffres, je voulais aussi rebondir sur le témoignage de Matt qui est très important parce que, comme je le disais, on parle souvent de violences sexuelles faites aux femmes. Donc là, on repositionne bien faites aux femmes et faites aux hommes et surtout dans l'enfance. Et puis le témoignage de Matt est j'ai été victime par une auteure femme. Et ça, la société a énormément de mal à l'entendre. Parce que la femme, normalement, elle protège, c'est elle qui porte. Voilà, c'est elle qui a porté le bébé. Voilà. Et en fait, il y a maternel. Il y a beaucoup, malheureusement, de femmes qui sont auteurs de violences sexuelles. Et ça, c'est très tabou. On ne veut souvent pas le voir, mais c'est fondamental d'en parler. Et merci de témoigner parce que une des raisons pour lesquelles le sujet n'avance pas, c'est parce qu'on oppose en permanence hommes et femmes. Alors que les deux sont responsables. Les deux sont responsables et les deux sont victimes. Et que c'est vraiment, si on comprend bien tous ces mécanismes de transmission des violences,
qui souvent se font en intrafamilial, mais pas que, mais en intrafamilial. Ce qui est important à comprendre, c'est le cadre de référence qu'on a quand on est enfant. Notre famille, c'est notre référence. Bien sûr, voilà, c'est notre base au départ. Et avant qu'on aille à l'école, en tout cas, c'est vraiment le milieu dans lequel on vit et donc dans lequel on pense que les choses sont justes et se passent comme ça. Et les enfants sont des éponges en plus, donc Voilà, et puis les enfants font plutôt confiance à l'adulte. Ouais. Donc ce qui s'y passe dans le cadre familial paraît normal. Et comme l'école ne fait pas encore aujourd'hui correctement son travail en matière d'éducation à la sexualité, d'apprendre aux enfants le respect, enfin le respect on essaye dans les écoles de l'obtenir, mais par rapport au respect du corps, par rapport à toutes ces valeurs très fondamentales, vous avez des adultes qui arrivent finalement avec leur cadre de référence d'enfants et pas de cadre des références corrigées, évaluées, etc. Donc ça donne des situations où on peut entendre des adultes dire « Ah bon, c'est pas normal de prendre sa douche avec son père à l'âge de 10 ans, par exemple ». Donc une personne qui est capable de dire ça va sans problème autoriser son enfant à prendre sa douche avec son mari, par exemple. Et donc, c'est une des raisons. Et c'est très mauvais de prendre la douche, c'est pas bon du tout pour l'enfant de prendre la douche avec un parent. Un enfant, quand il est en autonomie, il doit être respecté dans son intimité. Parce que beaucoup de parents font ça, prendre la douche avec les enfants. Eh bien, beaucoup de parents le font, effectivement. Beaucoup de parents le font. Ce n'est pas une bonne chose. Quand un enfant est en âge d'être autonome dans la salle de bain, qui en général est autour de l'âge de 4-5 ans, d'accord. Et avant, sans être en danger, avant on va être... Ce qui est important dans l'intimité, c'est la manière dont les choses sont reçues par la personne et puis l'intentionnalité qu'il y a de la personne qui est en face. Voilà, donc tout ça c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Mais ce qui est important, c'est de bien conscientiser que les enfants ont une intimité et qu'on doit la respecter. D'accord, voilà. Ça c'est important de le dire. Très important. Mad, alors ton témoignage, le témoignage que tu veux apporter, puisque tu fais partie du groupe de parole de l'AMVI, oui. Et le groupe de parole, c'est tous les samedis? Oui, tous les samedis à Clarac? Non, l'hôpital de Lamina. Pardon, vas-y. Oui, le samedi après-midi, tous les samedis après-midi, dans le service de l'UAD. L'UAD, ça veut dire? C'est unité, anxiété, dépression. D'accord. Donc voilà, tous les samedis après-midi, nous réunissons, hommes comme femmes, membres du groupe de parole, et là, nous racontons notre vécu. Parce que chacun de nous, individuellement, on s'écroule tout seul. On a gardé cela pour nous, et je pense que le groupe de parole, c'est un groupe de thérapie. C'est un oasis. On en avait vraiment besoin. Et si j'avais connu ça, si ça avait existé, je pense que beaucoup de choses ne seraient pas arrivées. Beaucoup de drames dans ma vie ne seraient pas arrivés. Parce que ça a été un parcours, comme dit le docteur, chaotique. Nous, enfants victimes d'inceste, nous sommes propulsés dans un monde qui ne nous appartient pas. C'est le monde des adultes. Et quand on le garde pour soi et qu'on n'a personne à qui confier. Et toi, tu n'as trouvé personne quand tu avais 8 ans Non, mon univers a été très très chaotique dans la mesure que j'avais un père qui battait, une belle-mère incestueuse et son amant, ma belle-mère et son amant, voilà, qui m'avaient comme partenaire. Et mon père qui battait, donc c'est pas... Et j'ai été orpheline dès l'âge de 4 ans. Mais le plus grand drame, c'est l'ambiance magico-religieuse. Tout tournait autour de la sorcellerie. Donc là, ça devient encore plus mystique, plus voilà. Et tu n'avais pas de frères et sœurs? J'avais des frères et sœurs, mais nous avions été séparés dès la mort de notre mère. On a été un petit peu disséminés, nous étions 6. Donc on a été un petit peu propulsés avec la misère et tout. Donc il y a aussi ce côté-là qui fait que, nous n'avons pas vécu tout à fait ensemble. Donc chacun était un petit peu de son côté. Et voilà. Donc nous avions pu nous retrouver petit à petit, mais c'était une histoire tout à fait compliquée. Hein. Alors en gros, si pour rester sous le domaine de l'inceste, voilà, je me suis retrouvée victime de ma belle-mère
et de son amant. Et voilà, bon, enfant de 8-9 ans, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait sous le lit conjugal des parents avec l'amant et la belle-mère. Voilà, et on ne comprenait pas que le père soit en France en train d'attendre sa mutation et que la belle-mère est ici avec son amant et qui se trouve dans un... où il régnait en maître, l'amant et la belle-mère, et que le soir, chaque soir, il y avait une petite cérémonie devant la porte, il y avait des petits trucs, voilà, on met des petits trucs devant la... On ne comprenait pas, on comprend pas comment se fait-il l'enfant qu'on est couché sur un lit et qu'on est obligé d'avoir le drap sous la tête parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de pas normal qui vous immobilise, vous ne pouvez pas crier, vous ne pouvez pas parler, donc voilà, vous êtes là toute la nuit, sous un drap en train de trembler. Voilà, et j'ai vécu cela pendant un moment. Et voilà. Une chose très importante que vous dites, c'est que votre père, vous avez battu. Et les sévices aussi corporels sont extrêmement importants à prendre en compte parce qu'ils fragilisent déjà psychologiquement. Quand on est battu, on est humilié, donc on a perdu aussi ses forces pour pouvoir résister à d'autres événements dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, ce problème des châtiments corporels. On est quand même un pays encore où ça choque de dire on ne lève pas la main sur les enfants. Et puis nous, ici surtout, on est un pays où c'est... les enfants battus vous diront merci pour les coups que j'ai reçus, c'est ce qui m'a permis de devenir quelqu'un de bien, de quelqu'un de respectueux, quelqu'un... ils disent même que si on battait plus souvent les gosses maintenant, ils ne seraient pas dans la rue. Absolument, je veux bien intervenir là-dessus. J'ai même une juriste qui nous a dit, j'ai voulu intervenir, prendre la parole, et ma mère m'a giflé tellement violemment que voilà... Et elle me dit, heureusement que j'ai reçu tous ces coups, parce qu'aujourd'hui, je suis juriste. Oui. On justifie toute cette violence pour obtenir que les enfants passent des concours, passent des diplômes, etc. J'ai vraiment envie de redire que la famille est un lieu de sécurité. Les enfants, ils doivent y retrouver de l'amour, de la protection. On parlait de cadre de référence. Il faut vraiment aussi faire tout un travail au niveau de l'éducation parentale pour remettre un peu de sens au mot éducation. L'éducation, c'est pas battre, c'est pas et en Martinique, punir, c'est pas... En Martinique... Alors, punir, on peut avoir une punition, mais il faut qu'elle soit juste. D'accord ? Parce que le coup n'est pas quelque chose de juste, et pourquoi Sylviane insiste autant déjà, c'est que les violences physiques que l'on fait aux enfants, elles sont la racine de la violence qui va suivre chez les êtres, parce que recevoir de la violence, ce n'est pas juste. Et les parents, en fait, il faut absolument les accompagner sur savoir quelle est la juste punition quand on fait une bêtise. Parce que bien entendu, il ne faut pas laisser faire n'importe quoi. Mais par exemple, un enfant qui va renverser une bouteille, la juste correction de cette bêtise ou de cette erreur, ça va être de le faire éponger et puis de comprendre le contexte, voir s'il y avait vraiment quelque chose de subtil en dessous, à creuser plus que... Alors, un enfant, je vais vous donner, j'ai mon petit-fils qui est insupportable, si horreur comme pas possible, qu'on a envie de taper tous les jours. Quand il prend du parfum dans un petit échantillon, qu'il met dans sa bouche et qu'il pulvérise et qu'il boit derrière vous, dans la voiture quand vous conduisez, qu'est-ce qu'il faut faire là? À part lui mettre une bonne tape. Mais il ne faut pas lui mettre une bonne tape. Non. Il ne faut pas lui mettre une bonne tape. Déjà, il faut lui expliquer que ce n'est pas bon pour lui. Ça, c'est fait. Pour sa santé. Ça, c'est fait. Que c'est un poison ou bien il lèche des déodorants, la bille du déodorant. D'accord. Ça, on lui a déjà dit que c'est un poison, qu'il ne peut pas faire ça, que ce n'est pas une glace et qu'il va s'intoxiquer. C'est comme faut trouver l'équivalent pour le parfum du four. Vous savez, aux enfants, on dit touche pas le four, tu vas te brûler. Oui. Bon, et puis quand il s'est vraiment brûlé, il met plus légèrement, il met plus la main. Donc il faut trouver ce genre de solution en expliquant. C'est vrai qu'il faut prendre le temps d'expliquer. On vit dans des sociétés qui sont tellement pressurisées par le temps qu'on ne prend pas toujours le temps d'expliquer. D'accord. Et ça, c'est très très important. Après,
les personnes doivent aussi faire leurs expériences. Voilà, donc là, il est par rapport à sa propre intégrité. Vous voyez, vous êtes dans ses peurs par rapport à ce qui peut se passer pour lui, en fait. C'est dangereux quand même de lécher du déodorant. Il vaut mieux pas qu'il lèche tous les flacons de déodorant, c'est clair. Mais bon, peut-être qu'il faut enlever le flacon de déodorant de la voiture. Non, de toute façon, tout est en hauteur, tout, mais Mais ça, c'est le rôle justement de protection des parents aussi, de veiller à l'environnement. Hein, que effectivement les choses soient pas apportées. Donc j'ai même pas vu où c'est qu'un petit échantillon s'est glissé. Mais il a une petite sœur qui prend soin de lui, qui dit Babita, il est en train de lécher le déodorant, il a fait ci, il a fait ça. Et donc, il est donc vraiment important de redire que les coups ne corrigent pas. Mais les coups sont délétères surtout et sur le long terme, et on peut encourager tous vos auditeurs à lire Alice Miller, C'est pour ton bien, hein, donc, qui était une psychanalyste allemande mais qui a lâché le courant de la psychanalyse et qui a vraiment fait des écrits magnifiques pour faire comprendre justement... Le titre Alice Miller, M-I-2-L-E-R, C'est pour ton bien. C'est pour ton bien, hein, c'est une phrase qu'on a tous entendue. Oui. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien que je te fous des coups. Voilà, exactement. Et Alice Miller, ce sont des années de travail. Hein, c'était quelqu'un de formidable qui est décédé en France il n'y a pas si longtemps que ça, et vraiment qui a beaucoup travaillé sur ce qu'il faut faire et ne pas faire en matière d'éducation d'enfants. Et c'est vraiment, il y a plusieurs livres, des livres ressources extrêmement intéressants et importants à lire. D'accord. Voilà. Matt, tu veux continuer ou tu veux apporter d'autres informations? S'il y a une question bien précise que tu veux me poser. Donc, alors, comment tu t'en es sorti? Bon, tout ça, ça a duré un certain nombre d'années. Et c'est très long. Ça a été combien d'années? Ça a été très long, de 8 ans à quel âge j'ai là? 55 ans. Hein. Et ça commence tout doucement à émerger. Mon iceberg thérapeutique commence grâce au groupe de parents. Non, mais à quel moment ça s'est arrêté, ce que tu as subi? Moi, ce que j'ai subi, je ne sais pas, parce que j'ai subi plusieurs violences sexuelles de différentes personnes, malheureusement. Donc c'est quelque chose qui s'est étalé sur des années. Donc ma belle-mère et ça a duré quand même quelques années, puisque j'ai vécu avec mes parents, donc avec mon père, ma belle-mère, donc ça a duré je ne peux pas vous définir le nombre d'années, mais j'ai vécu cela pendant un moment. Mais jusqu'à 17 ans, 18 ans? Alors j'ai vécu cela, je suis restée avec mes parents jusqu'à l'âge de 17 ans. De 8 ans jusqu'à 17 ans, mais il y a eu plusieurs épisodes de viols. Il y a eu l'inceste, mais il y a eu d'autres viols, des viols vous savez, des hommes qui viennent chez vos parents, qui dorment la nuit et qui, pendant que vos parents dorment, qui viennent après vous, donc voilà, c'est comme si on a l'impression d'être une espèce d'aimant sexuel qui vous est tout enfant, et vous ne comprenez pas, étant enfant, qu'est-ce qu'il y a de si tellement comme ça chez un enfant pour que les adultes soient si tellement attirés par vous, par votre voilà, j'ai eu mon demi-frère, donc c'était le fils à ma belle-mère, qui aussi a voulu, enfant de 8 ans, qui vous vous retrouvez sur un bonhomme de 26 ans, vous ne comprenez pas, voilà, vous n'avez aucun plaisir, vous ne ressentez rien, mais vous êtes là, vous subissez, et puis vous ne parlez pas. Donc c'est quelque chose, là où ça a été vraiment dur pour moi, c'est que toutes ces violences, tous ces viols, je les ai gardés pour moi. Et c'est ça le plus dur. C'est avoir personne à qui se confier. Et puis mais comme à l'école, tu devais être bizarre. À l'école, j'étais infernale à l'école. Puisqu'à la maison, j'étais battue, une enfant battue par mon père. Je le craignais, j'avais peur de lui. Moi, j'étais une enfant très renfermée à la maison. À la maison, on n'avait pas le droit de regarder la télé, on n'avait pas le droit de regarder par la fenêtre, on n'avait pas le droit de jouer, on avait le droit de rien faire. On était cantonnés là, dans notre chambre, on ne bougeait pas, dans un livre, toujours en train d'écrire. Voilà. Et à l'école, quand j'étais à l'école, c'était l'explosion de joie. Et tu n'as pas pu dire à une maîtresse? Non, je n'ai jamais rien dit à personne. Je n'ai jamais pu me confier, qu'on soit enfermé comme ça dans cette prison. On est enfermé parce qu'il y a des mécanismes d'emprise qui sont là et qui font qu'on sait qu'on ne peut pas parler déjà. Donc c'est de la manipulation des adultes qui mettent des injonctions, et ça c'est très important dans le parcours de soins par exemple, qui est de faire comprendre à chaque personne quels ont été les mécanismes d'emprise
des auteurs qui ont fait qu'on n'a pas pu ouvrir la parole. Ça, c'est très important et je les fais toujours travailler dans les 5 sens. Parce qu'il y a des mécanismes d'emprise par la vue, par exemple. Ici, on a une expression, Makabatou sans meilleur, et puis les parents aiment bien dire que rien que par le regard, que les enfants sont terrorisés et qu'ils obéissent. Mais voilà, donc pour ça c'est un mécanisme assez classique, la vue, le regard, mais d'autres personnes vont vous dire c'est la voix, donc c'est l'ouïe. D'autres personnes, ça va être l'odeur, ça va être voilà. Donc c'est toujours très important de les identifier en début de travail thérapeutique, parce que la personne va s'apercevoir que ces mécanismes d'emprise se répercutent dans tous les registres de la vie. Dans un cadre professionnel, par exemple, on va s'apercevoir que quelqu'un qui a été victime de violences dans l'enfance va être plus facilement harcelé au travail, par exemple. Et elle va retrouver exactement les mêmes mécanismes d'emprise chez un chef que chez son père ou sa belle-mère ou autre, par exemple. Donc ce qu'elle parlait d'aimant, c'est ce qu'elle appelle l'aimant. L'aimant, il y a différentes choses. En fait, l'aimant, c'est que, déjà dans le cadre de MAD, la famille n'est pas protectrice. Donc on laisse la maison ouverte, on ne protège pas l'enfant. On laisse n'importe qui entrer dans sa chambre, etc. Je dis toujours que normalement, des parents doivent savoir exactement ce qui se passe dans leur maison. Et ils le savent en général, consciemment ou inconsciemment. Donc ce genre de situation, c'est vraiment délibérément, on ne respecte pas l'enfant. Le côté aimant, c'est plus subtil, c'est-à-dire qu'on a été fragilisé de façon extrêmement destructive. Il ne faut pas oublier que c'est un crime, hein, donc quand on est vivant comme on l'est, alors qu'on devrait être mort, hein, c'est un crime, on est un survivant en fait, hein, de toutes ces horreurs. Et donc on porte quand même sur son corps plein de signaux de fragilité. Ça peut être dans la posture, ça peut être on baisse plus facilement les yeux, etc. Enfin, il y a plein de signes qui sont décodés par les personnes qui sont agressives. Et donc, elles vont s'engouffrer plus facilement, bien entendu, vers ces personnes. D'où ce côté qui donne l'impression d'être un aimant. Et en fait, c'est pas qu'on attire, parce qu'on n'a pas du tout envie de ça, mais c'est que les prédateurs vont vraiment s'engouffrer dans ces fragilités qui sont très très visibles. Voilà. D'accord. Tu veux... Et puis, je voulais parler du phénomène de répétition. Très important. Oui. Quand on a été victime, il est important d'entrer en soins. C'est vraiment ce qui stoppe la répétition, parce que de nombreuses personnes qui ont été victimes dans l'enfance vous redisent qu'elles ont été victimes à l'adolescence, à l'âge adulte, dans le mariage, victimes de leur conjoint. Et souvent, elles se retrouvent avec des conjoints pervers narcissiques. Et il y a ce phénomène de repérage, d'empreinte dans le corps, dans l'âme de ces violences. Et les prédateurs repèrent tout de suite. Tout de suite, ils vont vers ce type de personnes et on se retrouve dans la répétition. D'où l'importance de la prise en charge. Alors, comment on guérit, Violaine, puisque c'est le titre de livre. Parce que justement, il faut laisser beaucoup d'optimisme hein, sur toutes ces situations qui sont complexes. Il faut que les choses changent et effectivement, le message très important à envoyer, c'est on peut guérir de ce crime, donc ce qui est quand même quelque chose de complexe. Donc la première chose, c'est effectivement pouvoir ouvrir la parole. Déjà, ça soulage, c'est comme un ballon de baudruche qui se dégonfle, quoi, parce que pour la première fois, enfin, je peux parler. Il y a quelqu'un au téléphone ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Merci de votre appel. Vous nous appelez d'où ? J'appelle de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Merci beaucoup. La Guadeloupe nous suit régulièrement. Merci. On vous écoute. Votre prénom ? Oui, je m'appelle Maryse. Maryse. Oui. Bonjour. Bonjour Maryse. J'appelle parce que voilà, votre émission m'interpelle parce que je suis justement... je me pose des questions. Excusez-moi, je suis un peu émue parce que je n'arrive même plus à sortir de chez moi parce que j'ai l'impression d'attirer justement ce genre de problème. D'être toujours agressée, le sentiment d'agression en fait. Et je suis devenue quelqu'un presque d'asocial parce que je n'arrive plus à me retrouver face aux autres, ni à m'exprimer, ni à me sentir à l'aise en fait.
Maryse, Violaine, vous voulez répondre à Maryse? Oui, Maryse, merci de votre témoignage et de prendre la parole. Effectivement, ce n'est pas une situation normale, ce que vous ressentez et les peurs que vous avez. Et effectivement, elles doivent vous renvoyer à des fragilisations, ça c'est certain. Peut-être des fragilisations dont vous n'avez pas totalement conscience, c'est possible. Et mon encouragement va être que vous preniez contact avec soit des médecins du centre du CHU de Guadeloupe, qui travaille avec le docteur GL, l'équivalent du service du professeur GL à la Guadeloupe, ou de prendre contact avec un ou une psychothérapeute qui puisse travailler avec vous, et je pense que vous allez avoir beaucoup d'aide sur le sujet. Alors bien sûr, là c'est trop court, je ne vais pas pouvoir vous poser des tas de questions qui pourraient vous permettre d'apporter des éclairages, mais je vais vraiment vous encourager à prendre soin de vous et d'aller creuser toutes ces sensations que vous avez et qui sont manifestement très justes. Oui. Est-ce que vous avez déjà consulté? J'ai essayé, mais en fait, je ne sais pas si c'est la peur peut-être d'affronter certaines choses, certaines vérités. Alors, je vais faire un commentaire tout de suite, si vous permettez. Les souffrances dans lesquelles vous vous trouvez sont beaucoup plus désagréables et insupportables que d'aller regarder ce qui s'est passé. C'est vrai que ça peut paraître très difficile d'aller regarder des choses aussi, des souffrances comme celle que décrit Mad, mais ce n'est que de la libération quand on travaille avec des personnes qui ont été, qui sont compétentes pour aller sur le sujet. Et je sais aussi que des patientes de l'ANVI, voilà, c'est ce que je voulais dire à Maryse. Viennent de Guadeloupe. Je vais lui dire bonjour, et nous avons 2 personnes qui viennent de la Guadeloupe au groupe de parole très régulièrement. Donc je profite pour leur dire bonjour et bon courage. Et elles vont bientôt revenir nous voir. Et vous pouvez aussi nous contacter au 06 96 10 11 64. On redit le numéro 06 96 10 11 64. C'est le numéro de téléphone de SVS Martinique. Et là, nous allons pouvoir échanger avec vous et puis vous donner toutes les références d'autres personnes qui vont prendre soin de vous et qui vont vous prendre en charge. Voilà, elle a raccroché. Et les 2 personnes. Non, je suis encore là. L'une des 2 personnes qui vient de la Guadeloupe a été vue en entretien par le professeur GL la semaine dernière. Oui, je me pose la question à savoir, est-ce que ça a coupé. Est-ce que je voulais savoir, est-ce que c'est normal justement de se retrouver dans ces situations d'agression, en fait, même en essayant de les éviter, on a toujours l'impression de presque provoquer sans le vouloir, en fait. C'est clairement pas normal. C'est clairement pas normal. Donc, quand je parlais tout à l'heure, par exemple, de la manière dont on est physiquement, dont on est en posture, etc., ce genre de choses n'est pas normal. Voilà. Donc, il y a eu des fragilisations chez vous, probablement, et ce qui est important, c'est d'aller les regarder, quelles sont-elles, et puis d'aller apposer les bons actes thérapeutiques en face. Et mon message, c'est n'ayez pas peur, Maryse, parce que ça va être vraiment libérateur pour vous d'aller regarder tout ça. C'est un cadeau que vous allez vous faire. Voilà. Maryse, merci beaucoup. Merci à vous, merci en tout cas et bonne journée. Merci Maryse, bonne journée et bon courage. Et puis, on guérit. On va vous donner les clés pour comment guérir après des violences sexuelles, c'est ça. Alors, il nous reste très peu de temps, Violaine. Alors, quel conseil, comment on guérit? C'était ça, comment on guérit? Est-ce que c'est... Voilà, parce que vous parliez de longueur de d'autres thérapies. Oui. Et là, ce qui est très important, c'est d'aller sur des parcours de soins les plus rapides possibles. Et globalement, pour comprendre comment passer par là, moi je demande toujours qu'il y ait une étape diagnostique,
cette étape diagnostique, c'est bien comprendre ce qui s'est passé pour soi, par exemple comme Maryse est en train de le dire, voilà, aller comprendre ce qui s'est passé, si elle a la sensation qu'il s'est passé des choses, aller chercher toutes les couches d'agression, parce que très souvent, effectivement, dans un travail, on s'aperçoit que c'est pas un événement, c'est plein d'événements, puisqu'il y a eu toutes ces fragilisations. Comprendre pourquoi on est en vie aujourd'hui, parce que finalement, on aurait pu en mourir. Il y a beaucoup de suicides, beaucoup d'enfants qui font des cancers, des choses comme ça qui sont en lien avec, et qui meurent. Donc pourquoi on est en vie? Qu'est-ce qui énergétiquement nous a maintenus en vie? Quelles sont les personnes lumineuses qui nous ont aidés? Quelles sont nos ressources intérieures, etc. Il y a quelqu'un au téléphone, ce sera le dernier appel. Allez-y. Il faut baisser le son de votre télé. Allez-y. Vous nous appelez d'où? Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Votre prénom? Bonjour. Bon, je dirais pas trop mon prénom parce que j'ai pas trop envie. D'accord. Donc, on va vous appeler Claire. Vous nous appelez d'où, Claire? De la Martinique. Martinique. Allez-y, Claire. J'appelle en fait parce que j'ai entendu le témoignage de Marie juste avant. Et c'est pour en fait lui dire qu'elle n'est pas seule. Et que j'ai subi à peu près la même chose. J'ai 26 ans aujourd'hui, mais j'ai subi la même chose dans ma jeunesse. Et j'étais un petit peu aussi comme la dame qui est avec vous, là, en compagnie Mad. à côté de la dame, là, par rapport à la sorcellerie et tout ça. Donc j'ai vécu ça aussi. Et que j'ai mis du temps à me relever. Je remercie aujourd'hui, donc j'ai un enfant, ça me permet d'avancer. Mais je veux dire à Marie qu'il faut qu'elle tienne. Il faut qu'elle tienne parce que c'est vrai que c'est dur, mais il ne faut pas hésiter à en parler. Parce que si elle n'en parle pas et si elle ne sort pas, ça va la ronger et elle ne s'en sortira pas. D'accord. Donc Marie, n'hésite pas, sors, parle-en. J'ai l'impression d'être un succube ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas le cas. Franchement, il faut en parler. Voilà. D'accord. Est-ce que vous vous êtes fait soigner? Il faut l'encourager. D'accord. Donc, voilà, mesdames. Et Claire, est-ce que vous vous êtes fait soigner? Est-ce que vous avez fait une thérapie? Alors, attendez, je vous entends pas bien. Ben, raccrochez et puis on va vous parler. Non, mais il faut une réponse. Docteur Guérin vous pose une question. Oui, j'écoute. Oui, Claire, quel parcours thérapeutique vous avez suivi? Est-ce que vous en avez suivi un? Ben, en fait, j'ai vu maintes et maintes de psychologues. J'ai vu beaucoup de psychologues. J'ai vu surtout des psychologues, des psychiatres. J'ai été suivie par l'ASE. Donc, il n'y a pas de nom spécifique que je pourrais vous donner parce que, comme je vous dis, j'ai 26 ans, en Martinique, j'habitais à Paris avant, mais c'était dans ma jeunesse en fait. Ouais, moi j'entends, il y a encore beaucoup d'émotions dans votre voix, je pense. Ah oui, il y en a encore beaucoup parce que c'est pas si lointain que ça. Oui. Et est-ce que vous avez fait un travail de réparation du corps? Non, parce que je ne voulais plus qu'on me touche. Vous voyez, ça ça va être une dimension importante pour vous parce que le toucher, ça fait partie d'une composante fondamentale pour nous. Et pour moi, un des critères majeurs de la réparation, quand on a mené un bon parcours de soins, c'est de justement pouvoir avoir retrouvé ce toucher, entre autres, et aussi bien sûr une sexualité épanouie. Et c'est vraiment un des critères de réparation pour moi. Donc ça veut dire que vous avez avancé, ça c'est sûr, et vous parlez, mais je vais vous encourager moi à aller jusqu'au bout du bout de votre parcours de réparation pour que vous retrouviez toute la sérénité et qui soit bien en accord avec votre âme qui doit être très puissante parce que vous êtes en vie aujourd'hui. Et vous avez donné la vie en plus à un petit garçon. Exactement. Ah oui, non mais ça a été compliqué de donner la vie justement parce qu'on passe sur le bio et qu'on se fait toucher comme ça à son test. C'est vrai que ça me gênait. Ça me gênait énormément. Donc, merci Claire. Merci Claire pour cet appel. L'émission arrive à sa fin. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, merci Claire pour ce témoignage et puis pour encourager Maryse à aller plus loin, à consulter. Et docteur, le mot de la fin, qu'est-ce que vous voulez
vous nous parlez comment guérir. On va revoir la première de couverture. Le livre, il est disponible en Martinique? Le livre, il est disponible en Martinique, soit par SVS Martinique, mais il va être mis en librairie. Il est disponible en commande sur la FNAC, etc. Voilà. Donc ça déjà, il y a tout dans le livre, parce que justement, tout le monde a besoin, y compris les médecins, d'augmenter le niveau de conscience et de travailler à ces réparations. D'accord. Voilà. Alors, donc les dates pour le grand public, pour les conférences, il y a une conférence? Alors, le docteur Violaine Guérin, cet après-midi à la Batelière, donc communication sur les tentatives de suicide et les... Non, mais là, c'est pour le grand public? Pour vous, concernant ce que vous allez faire? C'est vite, on me fait signe que c'est fini. Vendredi matin, c'est l'atelier thérapeutique par l'escrime au Crossma. Mais là, il faut s'inscrire. C'est clos. Il faut s'inscrire. On a la possibilité de s'inscrire pour l'année prochaine. Alors, le téléphone pour appeler SVS pour avoir toutes les informations, 06 96 10 11 64. Merci beaucoup pour la force de ce témoviolène. Violaine, merci beaucoup de votre accueil. Séjour. Et puis, revenez-nous vite. Oui, on va revenir. Et Sylvaine, merci beaucoup. Sylviane, merci beaucoup. Merci à Giovanni et à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci et à la semaine prochaine. Et nous, on se voit vendredi et cette émission repasse vendredi matin. Merci, au revoir. Merci.